Bonjour et bienvenue dans Trajectoire commerciale, un balado qui met en lumière le parcours de 10 entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ayant relevé un défi de taille, mettre en marché un produit innovant ou éco-responsable. Donc, de l'idée à la commercialisation, on explore chaque étape aux côtés de ceux et celles qui la vivent au quotidien, tout en découvrant l'histoire derrière leurs produits innovants ou leur approche éco-responsable. Je m'appelle Ève Dupré-Gilbert, je suis conseillère en commercialisation pour les entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine chez Jim Export et j'ai le plaisir d'accompagner ces entreprises dans leur processus de mise en marché. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pascal Malenfant de l'érablière Escuminac, une belle entreprise gaspésienne qui se démarque par une approche commerciale très innovante. Alors, c'est parti! Alors, bonjour Pascal! Je suis vraiment contente de t'accueillir ce matin, donc dans notre super studio mobile, chacun chez nous. Écoute, alors c'est vraiment, tu es la première là, qui fait ce balado Trajectoire commerciale. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais te poser quelques questions, puis sens-toi bien à l'aise de répondre à ton rythme. Puis, j'espère surtout là, qu'on va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur l'érablière Escuminac et surtout sa nouvelle gamme de produits là, que tu vas nous présenter un petit peu plus tard parce que c'est vraiment venu de toi, là, cette super idée là, de nouvelle gamme qui a réglé un problème en même temps chez vous, mais qui a contribué à diversifier un petit peu votre portefeuille de produits chez Escuminac. Alors, pour commencer, moi, ce que j'aimerais savoir, là, surtout, Pascal, c'est comment t'es venue la passion un peu des produits d'érable, mais est-ce que tu es tombée dans la marmite de sirop d'érable quand tu étais jeune? Bref. J'aime souvent dire que je suis née dans le sirop d'érable, là, pour être honnête, dans le sens où j'ai vraiment grandi là-dedans. Du plus loin que je me souviens, je suivais papa à l'érablière. Même avant que j'aille à l'école, là, maman descendait porter mon frère à l'école, puis moi, je restais à l'érablière avec papa. Fait que j'ai vraiment grandi là-dedans. Toujours eu ce rêve-là quand même. Là, au primaire, je me faisais demander qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Puis c'était une évidence que j'allais reprendre l'entreprise familiale. Puis j'allais rester dans le sirop d'érable. Il a quand même fallu que je fasse des études. Là. C'était important pour mes parents, important pour moi qu'on réussisse à se former quand même. Mais clairement que ça coule dans mes veines. C'était une évidence pour moi que j'allais être dans l'industrie quand même. Là. Ben oui, c'est le fun. Il y a quand même pire que ça, là, être dans le sirop d'érable. C'est sûr que c'est un bel environnement familial, hein, parce que, disons-le, c'est une entreprise familiale. C'est qui au juste? Peux-tu me décrire un petit peu le rôle des membres de ta famille au sein de l'entreprise? Oui, dans le fond, mon papa qui est propriétaire, puis je te dirais, on parle de famille, là, mais depuis tout le temps, là, le grand-papa à mon père là, faisait du sirop d'érable à l'ancienne méthode. Là. Moi, moins comme aujourd'hui, si on veut, là, mais dans le fond, moi, je me suis acheté une érablière au Bas-Saint-Laurent, puis mon papa me contait que lui allait avec les chevaux là, récolter l'eau. Là. Fait que, c'est vraiment dans la famille depuis toujours. Fait que mon papa, qui est propriétaire d'érablière Escuminac, a quand même fait sa carrière Il y a eu plusieurs érablières dans son parcours. Ma maman s'occupe plus de la mise en bois, de la production, en fait. Là, l'emballage, préparer les commandes, des choses comme ça. Fait que maman aussi met beaucoup de temps, beaucoup d'heures dans la préparation des commandes pour nos clients. Puis c'est elle qui s'assure de la qualité, que c'est bien fait, qu'on est satisfait de nos produits, et ainsi de suite. Mon frère a travaillé dans le passé aussi pour érablière Escuminac. Là, ça fait environ 5 ans là, qu'il est plus là. Puis moi, c'est ça. Ça fait 5 ans que je suis pour l'érablière. Puis un peu le bras droit à papa dans l'entreprise. Puis papa, son dada, là, ce qu'il préfère le plus, c'est vraiment le volet forêt. Fait qu'il garde ces tâches-là parce que c'est vraiment ce qui le passionne le plus. Puis moi, je l'aide un peu plus au niveau de la production, de la gestion des employés, des choses comme ça. Là. Fait qu'on se complète puis on fait quand même une belle équipe. Là. Ton titre officiel, là, Pascal, toi, c'est directrice des opérations. C'est ça, ton titre officiel à l'interne? Oui, c'est ça. Directrice... Même si femme à tout faire. Mais oui, c'est ça. Directrice des opérations et de l'innovation parce que souvent, les nouveaux produits... passe pas mal toujours par moi, en fait. Là. Oui, bien, j'aime ça, ce que tu dis. C'est ça, directrice des opérations et
de l'innovation parce que c'est une valeur forte là, chez les Rabiaris-Cuminac. Il y a l'innovation, parce que je me souviens que même le sirop de merisier, c'est pas quelque chose qui était connu à l'époque. Et ton père a amené ça sur le marché d'une belle manière. Est-ce que peux-tu nous en dire un petit peu plus de comment était née cette première quand même innovation-là à l'époque? Bien, je te dirais que l'innovation, de par les produits qu'on développe, mais aussi par les techniques là, qu'on utilise, ça fait partie de papa, là, puis je pense que ça c'est tombé dans mes gènes, là, fait que j'ai un peu pris le flambeau, là, mais comme je te dis, en forêt, c'est vraiment plus papa. Moi, je suis plus dans le développement de produits, mais ça a été je pense que c'est dans nos valeurs, innover, se perfectionner, développer des nouvelles techniques, tu sais, faire des tests en forêt, des tests sur les produits, c'est vraiment, ça fait partie de nous, puis papa, il a comme une vision de où ce qu'il veut aller, puis une vision des choses à innover, à améliorer. Puis je pense que j'ai un peu appris de son exemple. Là. Mais ouais, clairement, je te dirais que c'est depuis toujours que je vois papa faire des tests. Puis on dirait qu'en voyant les autres le faire, ça t'ouvre l'idée ou t'apporte l'opportunité de dire « je peux essayer de ». Puis c'est comme ça. Fait que avec les techniques aussi, là, les machines qui sont vraiment plus performantes, des tests comme ça, les nouveaux produits aussi, c'est quelque chose qui est important, qui est vraiment dans nos valeurs fondamentales d'entreprise, là, clairement. Ben oui, ça transparaît, fait que c'est le fun de voir ça, que vous travaillez, vous êtes toujours un petit peu en questionnement pour vous améliorer, autant au niveau innovation produit qu'aussi au niveau du zéro déchet, je crois. Vous avez cet objectif-là de réduire au maximum les résidus de production, les déchets. Y a-t-il une certification comme ça que vous avez? Oui, on est carboneutre en fait, là. Fait que on calcule nos émissions de GS dans une année, puis on réduit d'année en année, là, toujours de par les techniques, là, exemple, l'évaporateur dans les plus vieilles années. Il y en a encore aujourd'hui, là, mais tu sais, c'était plus à l'huile, fait que c'était super dommageable pour l'environnement. Nous, on a intégré les granules, puis l'année passée, on a intégré une nouvelle technique aussi là, pour chauffer tous nos bâtiments avec des copeaux de bois. Fait que c'est vraiment le bois de l'érablière. Fait qu'il y a un arbre qui tombe, on prend cet arbre-là, on le met en copeaux, on l'entrepose, puis on chauffe un peu tous nos bâtiments avant d'embouteiller. Il faut chauffer aussi le sirop d'érable par cette technique-là. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment respectueux de l'environnement. Puis, c'est ça. Fait qu'on est carboneutre, on achète des crédits carbone, là, parce qu'il y a quand même, je pense que faut viser, faut être réaliste aussi, là. Fait qu'il faut viser d'éliminer au maximum. Mais, tu sais, ça reste qu'il va toujours falloir qu'on utilise des skidoo, puis bon, tout ça. Là. Fait que par la suite, on achète des crédits carbone, mais on avait... ben là, vous savez qu'on a eu un incendie qui a un peu complexe, tu sais, nous rend des défis, admettons. Mais on avait comme les skidoo, des motoneiges électriques. Nos outils sont de plus en plus électriques. Papa, il y a une Tesla. Tu sais, c'est vraiment... pour nous, important, les filtres pour la presse, mettons, qui sert à enlever les minéraux, sont lavables au lieu d'être jetables. Le développement des nouveaux produits avec la nouvelle gamme qui utilise un résiduel. Fait que c'est dans nos valeurs, puis on essaye de faire un geste quotidien, si on veut. Là. Fait que la carboneutralité. Puis biologique aussi, là. En étant biologique, tous les produits chimiques, on n'y a pas le droit. Fait que c'est quand même c'est pas toujours facile, dans le sens que la solution facile reste quand même les produits chimiques ou des choses comme ça. Mais pour nous, c'est vraiment important. Puis, tu sais, notre gagne-pain part de la nature, en fait. Fait que c'est important pour nous de respecter la nature puis de travailler ensemble, si on veut. Wow, super. Bien, je pense que vous êtes très avancé. Vous êtes une entreprise assez modèle ici dans la région pour ça. Fait que c'est le fun de donner des petits défis. Puis des fois, ça prend juste des simples petites actions finalement pour améliorer votre bilan, votre bilan carbone. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais
Peut-être pour le commun des mortels, c'est sûr que avoir une érablière en 2025 et même à l'époque, là, c'est quand même une vieille industrie qu'on a au Québec. On a la chance au Québec d'avoir environ au moins 70% de la production mondiale de sirop d'érable. C'est un atout, mais ça vient avec un peu, c'est une industrie qui a été fédérée, hein? Donc, comment ça marche au juste quand on veut commercialiser du sirop d'érable au Québec? Est-ce que tu peux juste nous en parler un peu pour que les gens qui nous écoutent comprennent mieux la réalité de cette industrie-là, qui n'est pas nécessairement si simple que ça au final, là? Non, exactement. Commercialiser, je vous cacherai pas que c'est beaucoup de temps, de défis et d'efforts. Là. Clairement que le volet production de sirop d'érable en forêt, pour nous, se fait naturellement, sans trop de défis. On a toujours le high d'adrénaline de commencer un printemps. C'est assez simple. Là, genre, oui, il y a des choses techniques et ainsi de suite, là, mettons, pour être performant, mais quand même, commercialiser, c'est vraiment pas facile. Puis... je ne saurais pas te dire l'année là, que ça a commencé, mais dans le temps de mon papa, mettons, il n'y avait pas de quotas. Ils sont arrivés les quotas depuis quelques années, puis la fédération, comme tu parlais tantôt. Fait que l'émission de quotas est faite en fonction de ta performance des dernières années. D'emblée, aujourd'hui, là, j'ai une terre, puis je décide d'ajouter des érables, bien, il faut que je demande à la fédération des quotas. Ces émissions de quotas-là c'est l'industrie de l'offre et de la demande, là, fait que sont en fonction des ventes de sirop d'érable passées. Dans les dernières années, c'est donné quand même plus de quotas que par le passé. Fait que je fais ma demande de quotas. Il y a un tirage au sort où il y a deux façons de faire. Le tirage au sort ou par tranche de 200, que tu es certaine d'avoir un minimum d'entaille. Puis, un coup que tu as un quota, c'est ça. Il est octroyé à peu près 3,31 livres l'entaille. Puis, tu te fais un historique au fil du temps. Comme nous, Érablière Scunac, comme ça fait plusieurs années qu'on existe, on s'est fait un quota au fil des années. Puis, on est régi par des règlements. Fait qu'on peut mettre notre sirop en baril, le vendre à la fédération. Eux font le classement, puis l'embouteillage, tu le commercialises. Ou décider, comme nous, on fait, de vraiment commercialiser notre propre marque à nous. Faut se développer une image de marque, là, clairement qu'il y a un aspect marketing, mais au niveau de la réglementation aussi, le contrôle de la qualité, il y a plusieurs certifications, HACCP et ainsi de suite, à respecter. Il faut vendre en contenant de moins de... c'est 5 litres? 5. Oui, c'est ça, moins de 5 litres, me semble, pour pouvoir faire de la vente. Après ça, si on veut faire de la vente aux consommateurs, on ne doit pas avoir d'intermédiaire. Fait que, mettons, moi, aujourd'hui, je fais une bouteille de sirop d'érable. Ève, tu viens chez nous, tu la jettes. C'est de la vente aux consommateurs. C'est du hors quota. Fait que ça, on a le droit d'en faire, mais c'est en plus petit. Il faut quand même le déclarer, puis on a un pourcentage à payer sur ces ventes-là. Mais on peut le faire. Puis après ça, il y a le B2B qu'on dit, là. Fait que c'est de vendre, mettons, mon entreprise vend à une autre entreprise sous ma marque de commerce ou celle que je veux. Mais encore là, il y a certains règlements. Il y a quand même beaucoup de règlements à suivre, puis c'est important de les connaître puis de les respecter. Là, c'est assez sévère, puis c'est correct, là, mais il faut s'y conformer, mettons. C'est ça. Donc, on est loin là, de la petite érablière là, sur un chemin qui fait à Chaudière puis qui vend ça au galon. Là. Il y a vraiment tout un écosystème qui gravite autour de l'industrie du sirop d'érable. Ce qu'on retient, c'est que vous avez beaucoup plus de liberté quand vous voulez vendre des contenants de 5 litres et moins. Donc ça vous fait un petit peu, ça vous oblige en quelque sorte, si je ne m'abuse, à essayer de trouver des canaux de vente directe un petit peu à des consommateurs, de maximiser les petits formats. Est-ce que c'est ça que j'entends un petit peu? C'est un peu l'axe que vous avez privilégié chez vous? Oui, bien c'est sûr qu'il y a toute une logistique en arrière de moins de 5 litres, le niveau transport et compagnie, là, pour pas que les contenants se brisent, niveau les frais de transport, ainsi de suite. Là. Mais c'est un inévitable. T'sais, on n'a pas le choix c'est moins de 5 litres, là, c'est le règlement, fait qu'on s'y conforme sans vraiment s'astiner. Mais oui, clairement qu'il faut se trouver des canaux de vente. Puis c'est un défi, là, c'est valorisant, c'est motivant,
c'est, tu sais, moi, je carbure au défi, là, fait que j'aime vraiment ça, mais c'est pas nécessairement toujours facile, là, quand même, là. Mais on peut souligner que vous vendez quand même beaucoup. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu c'est quoi vos marchés actuellement chez Réabière Escuminac? Parce que je crois que vous vendez dans plusieurs pays. Vous avez réussi à vous faire une image de marque, à positionner le sirop non pas comme tu sais, la simple canne que tout le monde connaît. C'est un produit de niche, c'est un produit qui est recherché. Nous, au Québec, on est habitués, mais à l'international, ils ont comme un... Ils affectionnent particulièrement ce sirop d'érable-là, qui est un produit exotique finalement, qui a un très bon goût, comme on le sait. Est-ce que tu peux un peu nous décrire, c'est quoi vos marchés en date d'aujourd'hui là, chez Rabière Escuminac? Oui, on a environ une vingtaine de pays, là, plus ou moins 20 pays. On a notre site web à nous, là, Shopify. Fait qu'on vend aux États-Unis puis au Canada par notre site web. Fait qu'en vendant par notre propre site web, c'est de la vente aux consommateurs. Sinon, on a plusieurs plateformes Amazon. Fait que le Canada, les États-Unis, l'Europe. Clairement que je sais pas tous les pays par cœur, parce qu'il y en a trop. Mais on vend vraiment dans plusieurs pays. Fait que il y a la vente en ligne, mais il y a aussi la vente aux consommateurs. Fait qu'on va quand même, pas aux consommateurs, B2B, là, à des entreprises. Fait qu'on va, mettons, on a un client en Italie, lui, il veut, c'est ça, on embouteille du sirop d'érable, puis lui, on y vend, c'est un intermédiaire, si on veut, là. Lui, après ça, va distribuer de la façon qu'il veut. Fait qu'on a... Nos ventes en ligne sont quand même assez importantes, là. On n'est pas à 50-50, mais une statistique comme ça, je pourrais pas te le dire vite, là, mais on privilégie quand même la vente en ligne, là. C'est ce qui nous démarque, sur quoi on met le plus d'efforts. Fait que, on a quand même des clients en B2B qu'on conserve, puis qu'on aime évoluer avec eux, puis on offrir ce service-là, mais on vise vraiment plus la vente en ligne. Puis en ayant la vente en ligne, on arrive à se démarquer, comme tu l'as dit tantôt, sur un marché de niche. Là, nous, on veut sortir de la traditionnelle canne. Là. Puis, je veux dire, on en fait là, des cannes. Là. C'est pas, je dis pas ça de façon négative, mais on veut arriver à se démarquer. Puis je pense qu'en se démarquant, ben, il faut faire un produit unique qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça qu'on a comme développé un peu le petit coffret cadeau là, avec nos belles boîtes, nos belles bouteilles, la cire, quelque chose qui est un peu plus élégant. On sort un peu des recettes traditionnelles ou du sirop d'érable pour juste comme mettre sur ses crêpes à voici un produit unique à valeur ajoutée que tu peux donner en cadeau, que tu peux déguster, que tu peux... on sort un peu d'alimentaire, si on veut, là. On va vers un produit un peu plus unique puis de niche. Là. Ben oui, je serais prête à dire que vous avez quand même été un pionnier à sortir des sentiers battus comme ça, parce que vous êtes pas mal une des premières entreprises que j'avais vues à l'époque, il y a plusieurs années, avec la belle bouteille d'apparence soignée. Puis là, par la suite, tu sais, je pense que vos compatriotes trouvaient que c'était effectivement une bonne idée de réinventer le sirop d'érable. Donc, vous avez ce rôle-là. Fait que c'est vos bonnes idées, votre vision qui permet de retracer un petit peu le sentier déjà battu. Fait que c'est vraiment très le fun là, pour ça. Puis justement, dans ce sens-là, vous aviez une problématique à l'interne d'un résidu, puis de ton côté, je crois, Pascal, tu avais aussi quelques bonnes idées pour potentiellement écouler ce résidu-là qui était un peu problématique. Peux-tu me parler un petit peu, c'était quoi la problématique de départ? Puis quelles belles idées tu as trouvées pour mettre en valeur ce fameux résidu? Oui, dans le fond, comme j'ai dit tantôt, là, moi, j'ai mon érablière à moi toute seule au Bas-Saint-Laurent que j'exploite seule. Fait qu'une plus petite érablière là, versus Escuminac, mais c'était comme important pour moi d'avoir une base. Puis, dans le fond, le sirop, comment ça fonctionne, là, l'eau descend de l'arbre, on l'entrepose dans des bassins, on la concentre avec un osmose, puis après ça, on la bouille. Puis, quand on bouille, il se fait un peu un résiduel qui est une agglomération de minéraux, en fait, là, puis les minéraux proviennent du sol, qui se fait dans le sirop d'érable. Fait qu'avant de le mettre en baril ou en bouteille ou le choix du contenant, il faut le filtrer. Puis c'est des filtres, nous on a des filtres en tissu, là, mais il y a des filtres en papier, peu importe. Là. Puis quand on filtre, entre les plaques se trouve un résiduel qui est en fait tous les minéraux qui restent là pour avoir un sirop qui est plus limpide.
Puis, je changeais ma presse là, parce que à un moment donné, la presse devient pleine là, de pierres. Fait qu'il faut la changer. Puis, moi, je mets pas de gants, là, parce que souvent, c'est comme une industrie un petit peu plus masculine. Fait qu'il y en a pas tant à ma grandeur. Fait qu'en tout cas, je prends mes mains, puis en prenant ce produit-là dans mes mains, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vraiment doux, puis c'est bon pour la peau, ça fait du bien. Puis on prend ce produit-là, puis après ça, on le jette directement dans les poubelles. Puis, en volume, c'est plusieurs... c'est un gros volume quand même. Chez Escuminac, là, on faisait venir un conteneur, pour vous donner une idée. Là. Fait qu'on jetait ces résiduels-là. Puis là, après ça, on paye pour faire pour jeter ces résiduels-là. Fait que je trouvais que c'était un peu ridicule de pas optimiser ça, puis de pas profiter de la texture du produit, puis ainsi de suite. Fait que ça fait un moment là, qu'on a cette idée-là, puis je la mijotais à l'équipe, puis je la partageais, puis je me disais, tu sais, il faut trouver une façon de comme sauver des sous, entre guillemets aussi, sauver l'environnement. Ça va dans la vision de notre entreprise aussi, de faire attention à l'environnement, puis être carboneutre, et ainsi de suite. Fait que j'ai pris ce résiduel-là, puis on a commencé à faire des tests avec le CDBQ, puis de récolter. Mais je vous dirais là, que du moment... Tu sais, il y a un bon 2 ans, là, quand même, là, d'analyse, puis de questionnement, puis de remise en question, puis de discussion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis, on a rencontré, avec toi, Ève, là, Guylaine de Poussière d'Étoile, là, on lui a présenté le produit, puis elle a tout de suite aimé le produit. Fait qu'en partenariat avec elle, elle a développé un produit qui est un exfoliant pour le corps, parce que c'est des fines particules, puis c'est des minéraux, fait que c'est naturel, tu peux voir plus naturel que ça. Puis ça vient aussi, il y a eu un moment où les exfoliants pour le corps étaient faits à base de plastique. Il y en a encore comme ça, là. C'était des petites billes de plastique qui vont dans notre drain, qui vont dans nos égouts, qui se retrouvent dans l'environnement. Puis il y a eu un peu un questionnement, puis une saga à ce niveau-là. Fait que je pense que utiliser la pierre, c'est comme un peu éliminer ce problème-là, tu sais, de billes. Moi, dans ma vision, là, dans mon monde idéal, 100% de la pierre de sucre serait réutilisée pour les exfoliants ou autres produits au lieu d'utiliser du plastique, là, clairement. On n'en est pas là aujourd'hui, là. Je pense que, comme toute chose, il faut des années d'effort, du temps. Tu sais, une image de marque ou des nouveaux produits, ça se bâtit pas en 2 semaines. Tu sais, il faut quand même du temps. Fait que c'est ça, on a fait un exfoliant pour le corps, un pour les lèvres, puis on a fait un peu profiter de la gamme pour faire un savon puis une bruine aussi pour le corps ou d'ambiance là, en même temps. Puis c'est ça, c'est un savon. Fait que juste pour un petit peu faire le petit wrap-up, là, c'est super intéressant ce que tu disais. Tu as résolu un problème, tu as trouvé une nouvelle application de produit. Puis tu sais, tu as travaillé avec un peu les forces vives du territoire, là, ceux qui avaient l'expertise aussi dans les produits de soins corporels, parce que vous êtes dans l'alimentaire, là, donc c'est sûr qu'il fallait que vous alliez chercher un petit peu cette expertise-là pour offrir dès le départ un produit de qualité presque... je peux le dire, de qualité irréprochable. Fait que vous vouliez déjà, tu sais, parce que votre positionnement est dans la qualité, dans le haut de gamme. Donc, la pierre de sucre a servi d'exfoliant dans des produits, je crois que c'est myrtille et érable, un petit peu pour ajouter un petit peu de poésie à tout ça. Puis, vous aviez aussi un savon, tu sais, exfoliant lèvres, exfoliant pour le corps, une bruine et un savon à la pierre de sucre et au chaga, parce que le chaga est aussi quelque chose de très présent sur l'érablière, fait que c'est important pour vous de mettre en valeur les ingrédients un peu de la forêt boréale, etc. Donc, c'est vraiment... c'est une nouvelle gamme de produits qui a été lancée l'hiver dernier, je crois, donc à l'hiver 2025. Puis là, que vous avez commercialisé pour le moment sur votre boutique en ligne, je crois. Oui, c'est ça. Pour le moment, ouais, pour le moment, sur la boutique en ligne. Puis oui, j'ai complètement oublié de parler du savon au chaga. Là. On dirait que, en fait, le chaga, c'est un champignon qu'on retrouve dans l'érablière naturellement, sur les arbres. Puis ça aussi, ça fait des années que papa allait en cueillir, le faisait sécher, puis on en vendait à l'érablière, là, dans des sacs. Là.
Le chaga, c'est un champignon, mais c'est comme un méga bon champignon, là, si on veut. Là, c'est vraiment avec des super propriétés qui est utilisé beaucoup en médecine chinoise. Là, c'est un super champignon à leurs yeux. C'est vraiment bon pour... c'est détoxifiant. Il y a beaucoup de gens qui l'infusent, en fait, là, dans de l'eau, puis on boit comme un peu une tisane. Là. Le chaga, c'est ça. C'était vraiment un gros plus. Puis, j'avais lu une étude qui disait c'est vraiment bon pour les organes, mais en vrai, l'organe principal du corps, c'est la peau. Là. Fait qu'il faut bien traiter notre peau. Fait qu'on a décidé d'infuser du chaga pour tous ses bienfaits, dans le fond, pour l'utiliser sur notre peau de façon détoxifiante. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de bienfaits à ce champignon-là. Ça fait du pouce aussi à toutes nos valeurs encore environnementales. On prend toutes des choses qui sont disponibles dans l'érablière, puis on optimise ce qui est à notre portée, en fait, là. Super. Bien, dans le fond, juste pour revenir, tu en as parlé brièvement, mais tu sais, moi, c'est sûr que comme conseillère en commercialisation, c'est ce qui m'intéresse, c'est de l'idée au marché. Donc là, tu as eu l'idée, tu as fait développer la gamme. Auparavant, ce qui était important de faire, je crois, c'était un petit peu une veille du marché, une veille des tendances marketing, parce que c'était un tout nouveau secteur d'activité pour vous, une veille de la concurrence aussi. Tu sais, c'était quelque chose, je pense, qu'on doit s'approprier hein, quand on veut développer, là je le dis en même temps pour les auditeurs qui ont des idées mais qui ne savent pas un peu par où commencer. Donc, faites une bonne veille de marché, regardez ce qui se fait actuellement, prendre les bons coups un petit peu desquels on peut s'inspirer, de voir c'est quoi un peu les critères des consommateurs. Tu sais, là, on parle, la pierre de sucre n'était pas connue, donc c'est peut-être pas un aspect là, qui était valorisé, c'est plus à démystifier. Mais le chaga, comme tu l'as dit, ça c'est connu, antioxydant, des propriétés fortes, donc c'est un ingrédient qu'on peut nommer actif là, dans le produit, donc qui apporte une valeur ajoutée. Donc ça, c'est important de faire cette veille-là. Vous avez aussi travaillé avec le CDBQ, qui est le Conseil de développement bioalimentaire du Québec. Est-ce que c'est ça? Eux développent des recettes. Ou dans le fond, eux, leur rôle a été de caractériser cette pierre de sucre-là. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, nous, on savait que c'était un minéral puis que c'était pas... tu sais, qu'il y avait des bienfaits, mais on voulait vraiment... c'était important pour nous de bien faire les choses, là. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, d'avoir un produit de qualité, mais aussi de savoir ce qu'on fait, puis de la façon qu'on le fait, puis être sûr qu'on est correct là-dedans. Fait que eux ont fait une caractérisation. On sortit un peu des idées quand même, là, mais c'était vraiment plus de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le produit, qu'est-ce qui en était. Fait qu'en gros, c'est des minéraux comme on l'avait dit, mais c'était un peu plus pour nous backer, si on veut, là, puis être certain de ce qu'on veut offrir. Puis, fait qu'ils nous ont aidés, Paris CNRC aussi nous a aidés avec le CDBQ à offrir une certaine aide financière pour la caractérisation. Il y a toi aussi, la veille stratégique, on a travaillé ensemble. Emma qui est au marketing, on a fait un peu du maillage avec plein d'entreprises du coin, puis de gens du coin pour nous aider, puis parce que c'est beau avoir l'idée, mais entre avoir l'idée puis le vendre, là, c'est pas toujours facile. Fait que je pense que la clé, c'est d'être bien entouré, là, clairement. Oui, bien exactement. Je pense que tu sais, le syndrome de l'inventeur, on invente quelque chose, mais après, OK, le travail va commencer, là. Il faut le mettre en marché. Puis donc là, il y a eu un lancement sur votre boutique. Je sais qu'on a aussi fait un petit communiqué de presse là, pour annoncer cette nouvelle gamme-là chez vous. Puis là, est-ce que dans vos prochaines étapes, y a-t-il justement certains points de vente que vous aimeriez peut-être développer au Québec? Comment que tu vois la mise en marché élargie de ce produit-là? Ou c'est quoi un petit peu, est-ce que vous avez d'autres projets à venir pour un petit peu mousser cette gamme-là? Ou comment ça se trame chez vous? C'est sûr que dans la période des fêtes, là, c'est un bon moment parce qu'on l'offre en coffret cadeau. Là, fait que c'est sûr qu'il se vend bien. Il y a vraiment beaucoup de monde aussi qui viennent directement à l'érablière là, pour acheter cette gamme de soins-là. C'est sûr qu'un jour, on aimerait le commercialiser dans des boutiques du coin, de certains points de vente, mais c'est moins notre force pour le moment. Là, fait que c'est un peu du néant parce qu'on n'a pas vraiment de
points de vente, là. Puis un des enjeux auxquels on fait face, c'est que cette gamme-là n'est pas dans l'alimentaire. Puis nous, notre entreprise est vraiment catégorisée dans l'alimentaire. Fait qu'au niveau de nos entrepôts, puis de toute la logistique là, derrière les douanes et compagnie, c'est un défi qu'on a. C'est pour ça qu'on a décidé de le mettre sur notre site web. En partant, on a de très bonnes ventes sur nos sites web. Là, fait qu'on arrive quand même à faire connaître le produit. Les gens sont intrigués. Mais on n'est pas encore tout à fait prêt à le mettre sur des plateformes comme Amazon, là, de par la caractéristique de notre entreprise. Il y a un long processus parce qu'il faut le segmenter vu que c'est pas alimentaire. Là. C'est un peu plus... on tombe dans le cosmétique, là, fait que c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est dans nos idées, puis on aimerait vraiment le faire, mais ça se fait pas si facilement quand même, là. Non, effectivement, il y a pas de baguette magique, hein? C'est chaque action, dans le fond, en marketing, je pense, tu sais, je me sers souvent, chaque action s'additionne au final. Donc, que ce soit un nouveau partenaire d'affaires qui élargit le réseau de distribution, que ce soit un nouveau produit qui s'ajouterait à la gamme pour augmenter le panier d'achat en ligne. Tu sais, il y a plein de petites stratégies à mettre en place pour vraiment s'assurer qu'un lancement devienne un vrai succès commercial durable, hein, parce qu'on veut que ce soit, c'est pas juste une saveur à la mode ou quelque chose. Je pense que vous, l'Érablière Escuminac, vous êtes une entreprise multigénérationnelle et toi-même mère de 3 enfants, je crois, 3 enfants occupés. Tu souhaites léguer quelque chose à tes enfants, donc tu veux construire quelque chose de durable. Dans l'esprit de développement durable de l'Érablière Escuminac, 0 déchet. Alors, quel conseil, toi, personnellement, tu aimerais donner à ta progéniture, future relève de l'entreprise, pour l'avenir, ou que ce soit, si eux ont leurs propres idées, parce que toi, t'es arrivé un petit peu avec ton père comme relève, entre guillemets, t'amenais tes idées sur la table, tu les as concrétisées avec les ressources et les outils dont tu avais à ta disposition. Fait que quel conseil tu aimerais donner, toi, à ta future relève pour faire justement assurer la pérennité de l'entreprise là, dans le futur? Le plus gros conseil, je pense, c'est genre de foncer puis de croire en soi. Là. Je pense que toute part de la confiance puis de l'estime qu'on a pour nous-mêmes puis de faire valoir nos points, mais aussi d'être entouré de gens qui veulent entendre tes points. Là. Fait que je pense que c'est un gros plus, puis c'est quelque chose que je veux léguer à mes enfants, puis de foncer, en fait, là, puis de pas s'arrêter au premier non, puis à la première difficulté, parce que je pense, tu sais, il faut persévérer. Quand tu veux sortir, te différencier puis être un peu unique, faut que tu fonces puis que tu sois persévérant quand même. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance avec papa qu'il embarque là, dans mes projets. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est à l'écoute puis qui veut améliorer les choses. Là, fait que j'ai cette chance-là. On a une équipe comme ça, c'est dans nos valeurs. Puis, je pense que c'est des valeurs que moi, je garde, que je vais laisser à mes enfants. Mais honnêtement, foncer puis pas s'arrêter, être persévérant. Aller bien s'entourer, aller chercher des études quand même. Je trouve que c'est important de se perfectionner. Peu importe le domaine, tu sais, c'est ça, j'ai fait un bac en enseignement, ça a 0 lien avec la sériculture, là, mais tu sais, puis après, j'étais allée faire mon DEP en dernier, mais j'ai appris, j'ai pris confiance, j'ai pris de l'expérience. Je pense que c'est ça le plus important. Puis il y a quand même un enjeu au niveau du milieu. C'est beaucoup un milieu d'hommes. Fait que c'est pas nécessairement facile de se démarquer. C'est plus difficile, en fait. Là, j'ai l'impression que une idée, des fois, donnée par un homme va naturellement plus être acceptée que la même idée, mais nommée par une femme. Fait que je pense qu'il faut quand même... faut savoir où est-ce qu'on s'en va puis pas se laisser abattre. Là. Mais il y a un enjeu avec les femmes, là, malheureusement, c'est encore présent. Maman aussi, là, c'est quand même un défi là, d'être maman monoparentale avec 3 enfants, les entreprises à gérer. Fait que je pense que faut
faut que tu aimes le défi, il faut que tu aimes persévérer, il faut que tu aimes te relever, il faut que tu aies confiance, puis tu fonces, là, c'est vraiment, vraiment important. Ben merci beaucoup, Pascal. Écoute, j'aurais pas aimé. Je trouve que c'est vraiment le meilleur mot de la fin, la persévérance. Puis aussi, je pense que tu peux te faire confiance avec. Tu disais en pré-entrevue, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, ou que ce soit le rôle de femme ou que ce soit ta formation précédente. Mais je pense que tu as démontré que tu avais énormément les qualités de l'entrepreneur. Hein, c'est de vraiment résoudre un problème avec une solution concrète, puis d'aller au bout de ses idées finalement. La persévérance, tu l'as nommé, wow! La passion aussi, je pense que quand on est passionné puis qu'on aime vraiment ce qu'on fait face aux défis de meilleure façon, je trouve. Là, on voit le défi un peu comme une opportunité de se dépasser puis de dire, je vais atteindre mon objectif, je vais réussir, je vais m'améliorer, je vais grandir de tout ça. Mais si t'es pas passionné, c'est difficile. Dans un domaine, dans plusieurs domaines, mais dans le milieu agricole, on s'entend qu'on compte pas nos heures, on met du temps, le temps des sucres, on dort pas beaucoup. Fait qu'il faut vraiment être alimenté d'une passion très profonde, là, clairement. Là. Intarissable. Ben parfait. Ben oui, c'est ça. Donc, je souhaite que la saison des sucres, parce que c'est une industrie qui est très sujette aux aléas météo. Fait que je souhaite que la prochaine saison des sucres soit une saison exceptionnelle et que tu aies le temps aussi de mijoter d'autres belles idées comme la gamme de produits de soins corporels. Donc, je vais te remercier pour le temps que tu as pris, Pascal, avec moi ce matin. Je te remercie beaucoup. Je vais te laisser te ressourcer en forêt. Puis, ça me fait penser, tantôt tu me parlais des nouveaux produits. Là. On a sorti la gamme de soins, mais on sort un nouveau produit dans les jours, semaines qui suivent, qui est un sirop d'érable à la cannelle, infusé à la cannelle, qui est biologique, puis c'est ça. Fait qu'un super de beau produit qu'on est fiers. Vous allez clairement le voir bientôt. Fait que on reste toujours dans l'innovation. Où peut-on se le procurer? Sur votre boutique en ligne? Exactement. Parfait! Ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Alors, si vous avez écouté ce balado, je vous invite à visiter escuminac.com pour en savoir plus sur leurs produits et pourquoi pas faire l'essai de leur nouvelle gamme de produits de soins corporels. Envie de découvrir d'autres projets innovants? Parcourez tous les épisodes de Trajectoire commerciale des histoires inspirantes d'innovation en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine. Trajectoire commerciale est un balado imaginé et produit par Jim Export en collaboration avec Bourdage Communication et AD Solutions, avec le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du regroupement des MRC de la Gaspésie et du Fonds Région et Ruralité. Je vous dis donc à la prochaine!